Si vous deviez financer votre projet, quelles options envisageriez-vous? C'est notre sujet du jour car nous allons explorer les possibilités de financement qui se présentent à Mira qui veut créer sa première entreprise de vente d'épices et de sauces barbecue. Bonjour et bienvenue dans ce 8e épisode du podcast Succès Matinal. Je m'appelle Clovicia Touvent et avec plus de 20 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat en France, je vais vous montrer les coulisses de cette vie dont personne ne vous a parlé. Je peux aussi vous coacher et vous assister pour la création de votre entreprise. Pour un rendez-vous de 15 minutes gratuit, cliquez sur le lien dans la description ci-dessous. Tout est prêt pour que Mira puisse passer à l'étape supérieure. Où et comment trouver un financement? Tout le monde attendait cette question, car son plan financier est tiré au clair grâce à l'aide de son ami comptable. Pour rappel, un plan financier démontre les perspectives d'évolution stratégique et financière d'une activité pour les 3 prochaines années avec des chiffres concrets à l'appui bien sûr. Tout ce qui lui manque pour démarrer sa nouvelle entreprise de vente en ligne d'épices et de sauces barbecue est ce financement. Il se trouve que financer un projet peut se faire de plusieurs moyens, chacun ayant ses avantages et inconvénients selon le type de projet, sa taille et les ressources disponibles. Mira doit donc choisir entre ces 3 méthodes de financement. Il y a premièrement l'épargne personnelle, où vous pouvez utiliser vos propres économies, ce qui a pour avantage de ne pas avoir à s'inquiéter de dettes ni d'intérêts à payer. En revanche, le risque personnel est élevé si le projet échoue. Deuxièmement, il y a le prêt bancaire. Vous pouvez aussi faire appel aux banques pour souscrire à un prêt commercial pour financer votre projet. Pour cela, vous devez présenter un plan d'affaires solide pour l'obtenir. L'avantage est que vous avez accès à des fonds importants, mais il y a l'inconvénient d'obligations de remboursement avec des intérêts et l'apport de garantie. En troisième lieu, les subventions et aides publiques. Les gouvernements et les institutions proposent des subventions et des aides pour certains types de projets comme ceux qui favorisent l'innovation ou la création d'emplois. Cette solution présente l'avantage d'offrir une flexibilité de remboursement, mais l'inconvénient est le processus de demande qui est long et assez compétitif. Rentrons dans le vif du sujet. Maintenant que nous savons qu'il y a les prêteurs classiques comme les banques et qu'il y a les autres, je vais vous parler de la philosophie derrière tout ce beau monde. Il est dit que les banques ne prêtent que riches. Cela ne veut pas dire qu'il faut être riche pour obtenir le financement d'un projet. Non, ça veut tout simplement dire qu'il faut pouvoir leur démontrer que vous êtes en capacité de rembourser et que vous êtes solvable. Comment ça? Attendez, je sais que l'épisode vous passionne, mais je vous interromps pour vous faire savoir que je vous ai concocté un cours en ligne complet afin de vous aider à créer un blog passionnant et qui peut vous rapporter de l'argent. Vous êtes débutant en blogging, ces 9 modules avec des exercices pratiques et des vidéos tutoriels vous faciliteront la conception de votre nouveau blog. Il y aura l'introduction au blogging, comment choisir un sujet et un public cible, la création et la configuration du blog avec notre webmaster, la rédaction d'articles de blog, la promotion et marketing de vos articles de blog, comment susciter l'engagement des lecteurs, et puis je vous donnerai aussi les outils d'analyse et d'amélioration de votre futur blog, et surtout, comment monétiser votre blog. À la fin, je vous donnerai des conseils et vous pourrez profiter d'une belle communauté de personnes qui pensent comme vous, qui sont dans la même situation, et c'est sur succèsmatinal.vanza.com. Je mets le lien en dessous et je vous attends au cours. Allez, retournons à notre épisode.
Peu importe que vous soyez issu d'une famille riche ou pauvre, ou que vous venez d'un quartier pas très cool, les financiers s'en moquent éperdument tant que vous prouvez, chiffre à l'appui, que votre entreprise sera capable de rembourser votre prêt. C'est la raison pour laquelle le business plan ou plan financier dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent est ce qu'il demande en premier. Parce que ce document permet aux institutions de financement de voir vers où et jusqu'où va votre entreprise. En effet, ce qui rassure ces prêteurs est que vous remboursiez grâce aux bénéfices que vous allez percevoir de votre activité ou aussi grâce aux moyens financiers d'une entité ou d'une personne qui va se porter garant de votre prêt. À propos de garant, qui est parfois assez difficile à trouver, il existe aussi des fonds de garantie de l'État qui peuvent se porter caution auprès de la banque lors de la création de votre entreprise, sous certaines conditions bien sûr. Quelle que soit votre situation, il faut être prêt à aller frapper aux portes parce qu'il n'y a pas que les banques qui financent les mini-projets comme celui de Mira. Il y a aussi les réseaux sensibles à l'initiative des femmes qui aident à trouver des solutions de financement comme par exemple sur le site de economie.gouv.fr. On trouve toujours quand on cherche. Moi, j'ai compris que quand je me concentre et cherche quelque chose, je finis par trouver. Il faut se renseigner à la chambre de commerce, il faut se renseigner au Pôle emploi, parce qu'ils ont une branche dédiée à ceux qui veulent créer une entreprise. Il va de soi qu'avoir une entreprise, c'est avoir un emploi. Donc, le Pôle emploi est tout à fait capable de vous expliquer où est-ce que vous allez trouver les réponses à votre quête de financement. Je ne le répéterai jamais assez. Frappez aux portes, renseignez-vous. Après, si on peut s'autofinancer, c'est idéal. Mais en réalité, l'autofinancement est une alternative à tout ce casse-tête de prêteurs, de banques, de cautions, d'intérêts, etc. Par ailleurs, c'est une option intéressante dans la mesure où on peut commencer aussi petit que l'on veut avec le peu qu'on a. Car il ne faut pas avoir honte de commencer petit et ne pas sous-estimer de commencer en bas. Il faut oser agir malgré tout. Souvent, en faisant tourner le peu qu'on a et en réinvestissant systématiquement tout ce que l'on gagne, on finit par agrandir notre entreprise. Il n'y a pas de mal à cela. Beaucoup d'entreprises à succès ont d'ailleurs commencé comme ça. C'est long, certes, mais ça enlève le stress de se dire comment je vais faire pour rembourser mes créanciers. Donc, on est plus libre. En revanche, tout ce que l'autofinancement demande, c'est de la rigueur et de la discipline. Car souvent, lorsqu'il n'y a pas de pression d'honorer les échéances de remboursement, on est plus détendu et c'est pas bien du tout. Il ne faut pas se dire ah, de toute façon, c'est mon propre argent, je peux bien en dépenser un peu. Il faut toujours distinguer l'argent de l'entreprise de celui du chef d'entreprise. Par ailleurs, les banques vous posent souvent la question suivante et elle n'est pas anodine. Est-ce que votre activité vous permet de tirer un salaire? Et surtout, comme j'expliquais dans l'épisode précédent, n'allez pas demander des conseils à des personnes qui sont aussi pauvres que vous, à des parents qui n'ont pas vraiment réussi leur vie, encore moins à des collègues de travail qui se complaisent dans leur situation de salarié. Voici ma première expérience avec les banques en France. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Il s'agit de l'expression qui me revient à l'esprit lorsque je repense à cette expérience lors de mon installation en France. Le rejet de mon projet de création d'entreprise par cette banque avant d'obtenir un financement m'a ouvert les yeux et rendu plus forte. Mais le proverbe grec suivant a été mon mantra durant toute cette péripétie. Qui veut triompher d'un obstacle doit s'armer de la force du lion et de la prudence du serpent. Proverbe grec. En 2005, après avoir suivi une solide formation pour créer mon entreprise, j'ai été confrontée au plus grand obstacle que doit franchir tout nouveau créateur, la banque pour le financement du projet. Malgré le très bon dossier avec un modèle économique que je trouvais bien mené,
Je n'avais aucun apport financier personnel ni de quotient solidaire. Les organismes de garantie aux chômeurs créateurs existaient bien, mais les banquiers y allaient à reculons. Il est vrai que mon profil n'était pas des plus séduisants pour les banquiers en général. J'étais une mère célibataire de 3 adolescents et au chômage. Je n'avais aucun CV professionnel en France et les 10 ans d'expérience en tant que chef d'entreprise à Madagascar ne leur signifiaient pas grand-chose. Par ailleurs, la parité euro-aria plus que ridicule ne me permettait pas de mettre en avant mes biens à Madagascar. Il ne me restait plus qu'à me servir de l'adversité comme renfort, parce que je refuse d'appeler ces réponses négatives comme étant du racisme. Je préfère croire que c'est de la prudence de leur part. Selon les critères de financement, les causes du rejet de mon financement sont d'ordre technique et moral. Comme tout le monde, j'ai pris des rendez-vous auprès des banques pour leur soumettre mon projet. Un projet qui, soit dit en passant, avait l'aval de mes formateurs de la boutique de gestion des entreprises à Toulouse. J'ai pourtant essuyé beaucoup de refus, dont 2 m'ont beaucoup affecté. La première fois, un jeune conseiller financier, au lieu de me refuser poliment, m'a fait perdre un mois, en me faisant croire que si je trouvais une certaine somme, il financerait mon projet. Au bout d'un mois, je suis revenue avec la somme en question, mais ce dernier a juste oublié. D'après lui, il ne m'a pas fait une telle proposition et m'a traitée de rêveuse. Une autre fois, le conseiller d'âge mûr cette fois-ci n'a même pas attendu que je sois hors de son bureau pour jeter mon dossier dans la poubelle. Et à chaque rejet, je rentrais chez moi et je me posais des questions sur ce qui aurait pu pousser le financier à me refuser un prêt. Puisque ce qui ne tue pas me rend plus fort, je peaufine mon dossier pour l'améliorer encore. Je reprends ensuite mon courage à 2 mains et je repars à la charge. Sans le savoir, en ce temps-là, j'étais en train de m'entraîner à rebondir après chaque échec. Un jour, je m'en suis ouverte à une amie guadeloupéenne, une voisine, qui s'est contentée de me donner à essayer une de ses perruques. C'est ainsi fagotée avec le sentiment de jouer un rôle que je suis allée à mon 8e rendez-vous. Cette fois-ci, le conseiller en question était absent et il a carrément omis de me prévenir. Je venais de faire 70 km pour venir au rendez-vous et je ne pouvais pas repartir sans me battre. Avisant une porte avec l'écriteau directeur, j'ai frappé et sans attendre de réponse, je suis rentrée pour me plaindre de son collaborateur impoli. Après tout, je n'avais rien à perdre. Le directeur d'agence a jeté un regard intéressé sur mon projet et j'en ai profité pour lui demander s'il fallait apporter des rectifications à mon dossier. Il m'a répondu par la négative. J'ai juste eu à répondre à une question bizarre que je refuse obstinément d'interpréter comme étant du racisme. Il m'a demandé « Comment se fait-il que vous parliez si bien le français ?» Ce à quoi j'ai répondu « J'ai fréquenté un lycée français à Madagascar. » Il m'a alors donné un accord de principe et m'a fait revenir 48 heures après pour rencontrer un de ses conseillers financiers afin de mettre en place et signer le contrat de prêt bancaire. Juste comme ça, à propos des idées reçues sur les banques. Ce qui m'a sauvée est que j'avais une part d'insouciance ou de folie qui me faisait croire que je pouvais tout avoir tant que je sentais que c'était ce qu'il me fallait. Je reconnais maintenant que utiliser l'adversité comme leçon renforce notre mental. Jusqu'à ce que je revende le droit au bail de ma boutique physique qui était située dans la rue Gambetta à Toulouse en 2013, cette banque et moi avions vécu 8 belles années d'histoire de confiance. Comme quoi, il fallait juste persévérer et y croire. Parce que la vie est faite d'obstacles plus ou moins difficiles à franchir. Et comme ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, les surmonter, quoi qu'il advienne, est la meilleure posture à prendre. Maintenant que Mira est en train de devenir chef d'entreprise, elle se forge un mental d'entrepreneur. Mais qu'est-ce qu'avoir un état d'esprit d'entrepreneur? Ce dicton de l'ancien directeur général de Starbucks dit tout. Ne vous laissez pas impressionner par les personnes plus intelligentes que vous. Howard Schultz.
La posture d'entrepreneur se travaille et s'acquiert. En effet, personne ne naît avec. En y travaillant, tout le monde peut l'adopter sans difficulté. Pour cela, voici 6 actions à s'approprier jusqu'à ce qu'elles deviennent un style de vie. Et c'est ce qui va déterminer l'esprit entrepreneurial. Premièrement, ne pas se laisser impressionner par les personnes plus intelligentes que soi. Deuxièmement, ne pas s'isoler, mais plutôt s'entourer d'autres entrepreneurs meilleurs que soi et apprendre de leurs expériences. Troisièmement, éloigner les personnes toxiques de sa vie. Quatrièmement, se réserver un moment à soi pour se détendre, méditation, etc. Cinquièmement, être constamment en apprentissage et à l'écoute pour être résilient et rebondir facilement en cas de changement. Enfin, sixièmement, avoir une bonne nuit de sommeil pour avoir les idées bien claires au réveil. La philosophie que je viens de citer résume bien l'état d'esprit entrepreneurial que l'on veut acquérir ou que l'on a déjà. En fait, pour réussir, il faut se trouver un ou des modèles à suivre. C'est pour cela que, au lieu de s'enfermer, il faut constamment chercher à être en relation avec les personnes plus fortes que soi. Ce comportement aide à avancer et à s'améliorer. Par ailleurs, lire ou se documenter sur la biographie de personnes qui ont réussi aide beaucoup à trouver de l'inspiration pour adopter cette posture d'entrepreneur à succès. Je vais conclure l'épisode avec ce petit rappel. Je peux vous coacher et vous assister lors de la création de votre entreprise. Dans la description ci-dessous, je mets le lien pour que vous puissiez prendre rendez-vous. Par ailleurs, les premières 15 minutes sont offertes. Lundi prochain, je vous parlerai de la manne qu'offrent les réseaux sociaux pour gagner en visibilité afin de faire connaître rapidement votre marque et votre entreprise. En attendant, gardez cet esprit entrepreneurial et croyez en vous. Salut!